Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Nous déposons nos valises en République démocratique du Congo, pays que dirige Félix Tshisekedi depuis janvier 2019. Déclaré élu, ce dernier a essuyé plusieurs critiques. Il a été présenté comme quelqu'un qui a pactisé avec son prédécesseur Joseph Kabila. Tout portait à croire que Félix Tshisekedi devrait assurer les arrières de Kabila. Mais après avoir scellé le sort de son principal partenaire politique, Vital Kamerhe, l'actuel homme fort de la RDC s'emploie de jour en jour à démanteler ce qu'on peut appeler les piliers de Joseph Kabila. Le dernier acte est la destitution de Zoé Kabila, frère de l'ancien président, gouverneur de Tanganyika. Jusqu'où ira Félix Tshisekedi pour asseoir complètement son pouvoir en RDC, un pays vaste qui peine à sanctionner des criminels de guerre qui continuent de troubler la quiétude des paisibles populations. L'instauration depuis le 6 mai passé de l'état de siège est-elle une bonne formule pour résorber l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo? Dans un instant, le décryptage de nos débatteurs. Et nous avons sur ce plateau Dr Jules Justinien Ompati, analyste, chercheur en droit constitutionnel et international. Bonjour à vous. Bonjour chers journalistes et bonjour chers téléspectateurs et internautes de Sika TV. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Lamine Cissé, bonjour, vous êtes écrivain, expert en communication politique. Merci d'être également présent sur ce plateau. C'est un plaisir. Et nous recevons en ligne Dr Seydou Kausen Maïga, panafricaniste, coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout. Bonjour à vous également. Merci à vous aussi. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour mener donc le débat. Et d'entrée, Lamine Cissé, un sujet très simple, une préoccupation très simple. Félix Tshisekedi, un homme que vous avez vu venir? Non, il n'était pas vu venir, mais c'est un nom qui n'est pas du tout caché dans l'échiquier politique historique et contextuel de par son papa. Si vous voyez sa gouvernance aujourd'hui, globalement, vous dites quoi? Il n'y a pas de gouvernance pour le moment, d'autant plus que... C'est votre avis? Non, pour moi, la gouvernance, c'est l'action. Pour moi, c'est des actions politiques qui vont conduire à la gouvernance, que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Maintenant, quel sera le produit de ces actions politiques? Quels seront les produits de ces actions politiques? C'est ça où il est très difficile aujourd'hui d'analyser sur l'angle des résultats. Nous le suivons sur l'angle des actions, mais on attend les résultats. Mais on peut analyser les faits, les résultats, les actions. Nous avons vu qu'il a rassemblé beaucoup de ceux qui ne se parlaient pas auparavant. Il les a rassemblés autour de lui. Et nous avons vu qu'il a pris le bras, le corps, le problème de sécurité en envoyant à l'Est en état de siège. Nous avons vu qu'il est dans l'action. Mais maintenant, est-ce que cette action va aboutir? Est-ce qu'il y aura cette homogénéité apparente au sein de la classe politique? C'est là où toute l'analyse se fondera. Votre avis, Docteur Ompati? Je crois, quand on observe un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, il y a lieu de faire une double lecture. Il faut faire une lecture au plan développemental, au plan de la gouvernance pour le développement. Et il faut faire une lecture au plan de la gouvernance de la politique, entre griffes politiques et politiciennes, politiques intéressées.
Alors, par rapport à la gouvernance pour le développement, donc assurer la sécurité, travailler pour le développement de l'économie, les finances, etc., j'ai l'impression que M. Félix Tshisekedi, il n'en fait pas suffisamment. J'ai l'impression plutôt que le deuxième angle de mon analyse semble être la forêt qui cache l'arbre que représente pour moi les questions de développement. Pour dire quoi? Dans la dimension d'ordre politique, on constate que le Félix Tshisekedi, depuis son arrivée, est resté, s'emploie à des stratégies. Une première stratégie, d'abord une première stratégie de coalition ou de pacte en griffe avec Kabila. Une deuxième stratégie qui consiste à se distancier, à se éloigner un peu de Kabila. Et une troisième stratégie consistant à repousser Kabila dans son dernier retranchement en procédant à des déboulonnages au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et par la suite maintenant au niveau des provinces. La question se pose de savoir, est-ce une manière, une stratégie pour lui d'assurer, de balayer, de rendre la forêt clairsemée pour rempiler prochainement, ou bien est-ce la méthode pour lui pour pouvoir assurer une gouvernance au développement durable paisible? Je dois dire, c'est beaucoup de questions, et j'ai l'impression qu'il commence par en faire un peu trop par rapport au dernier élément, au dernier fait de l'actualité lié justement à Zoé et Kabila, oui. Ce qui donne l'impression que derrière lui, dans son esprit, se cache alors une théorie de pensée unique. Quelle pensée unique n'arrange pas les règles démocratiques, ce qui donne l'impression que, bon, il est en train progressivement de tomber dans la démesure, de mon point de vue. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le monde, tous les gouverneurs de son côté pour s'assurer qu'on travaille, qu'on gouverne bien. Il s'agit fondamentalement de minoriser les gouverneurs qui ont décidé de rester pro-Kabila, encore que Zoé est Kabila, de famille Kabila. Donc voilà un peu, il ne faut pas qu'on se trompe. Au plan de développement, moi c'est graine. Et j'ai eu l'occasion aussi au cours d'un débat de dire qu'il faut maintenant qu'ils se penchent sur les questions de développement parce que la pauvreté s'aggrave. Les Congolais ont besoin de bien manger du pain, ils ont besoin de boire de l'eau, ils ont besoin de la paix. La question sécuritaire, là, c'est vrai qu'il y a quelques tentatives, mais il me semble qu'il passe trop de temps dans la dimension d'ordre politicienne. D'accord. Et nous allons donc poser la même question d'ailleurs au docteur Maïga. Vous avez observé Tshisekedi depuis qu'il est arrivé au pouvoir, les stratégies qu'il est en train de dessiner. Je l'ai dit donc en introduction, il a écarté rapidement son principal partenaire politique. Il démantèle un tant se peu les piliers de Kabila. Comment vous voyez tout ça? Est-ce que vous le voyez vraiment un conquérant ou bien quelqu'un qui veut faire du vide pour pouvoir régner et rempiler, pourquoi pas, à la tête de la RDC? Docteur Maïga. Merci. Je rejoins un peu l'analyse de mes co-débatteurs. Et je vais juste ajouter le fait qu'il faut qu'on se rappelle la manière par laquelle Tshisekedi est arrivé au pouvoir. N'est-ce pas? C'est un jeu, c'est un jeu qu'a voulu mettre en place Kabila fils, et Tshisekedi en a profité pour devenir chef de l'État. Maintenant, ce qui se passe dans ce pays-là, le Congo, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que quand un dirigeant arrive au pouvoir, il ne se met pas au travail tout de suite. Il essaye de penser déjà au deuxième mandat. C'est-à-dire au lieu de travailler déjà pour mettre en place son programme et qu'il soit réélu sur la base de ce programme, non, il essaye de s'accaparer de tous les appareils étatiques pour déstabiliser l'ancien régime et pouvoir se projeter pour un deuxième mandat. On a vu ça, ce schéma s'est reproduit dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, notamment dans le Sahel, et c'est ce que je pense Tshisekedi est en train de faire, parce qu'il a oublié qu'il a fait venir au pouvoir, et celui qui l'a fait venir au pouvoir aussi oublie que le pouvoir, c'est un démon. Quand il prend possession d'un être, pour s'en débarrasser, c'est difficile.
Aujourd'hui, Tshisekedi, même s'il a été placé d'une façon ou d'une autre par Kabila, Joseph, donc, il veut lui aussi jouer sa partition. Depuis janvier 2019 qu'il est en place, il a mis 2 ans pour peaufiner sa stratégie, n'est-ce pas, pour bien s'asseoir. Maintenant, les 2 à 3 années qui restent là, il va essayer de prévoir juste son mandat. Maintenant, peut-être c'est au 2e mandat qu'il va commencer à parler de gouvernance et de gérer les pays avec une certaine éthique, quoi. Donc, moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'il doit sortir son pouvoir parce qu'il sait très bien qu'il est sur un siège éjectable. D'accord. Alors, Monsieur Lamine Cissé, vous avez également suivi cette actualité, la destitution de Zoé Kabila, le jeune frère de Kabila, gouverneur de Tanganyika. Et quand vous observez ces vagues de destitution, parce qu'on en a connu également au Parlement, il fallait donc remplacer l'équipe qui est là pour permettre, bien entendu, à Félix Tshisekedi de prendre le fauteuil confortablement sur la scène politique congolaise. Est-ce que c'était vraiment important d'aller jusque-là? Oui, je crois que notre frère Maïga a dit que le pouvoir est un démon. Moi, je dis autrement, quoi. Moi, je dis que ce sont les hommes qui sont des démons. Le pouvoir n'est qu'un support. Le pouvoir ne fait que révéler l'homme. Si tu es mauvais, ça sort ton côté mauvais. Si tu es bon, c'est le côté bon que le pouvoir sort. Donc, c'est l'homme qui incarne tout. Mais le pouvoir est un support qui permet aux gens de distinguer. Alors, votre question, elle est fondamentale. Moi, je pense que on ne peut pas réunir tout le monde autour de soi. La démocratie, c'est la gouvernance plurielle. La démocratie, c'est plusieurs sons de cloche qui permet au chef de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Si même la population ne crie pas pour dire nous avons mal, le gouvernement, c'est un signal qui permet aux gouvernants de savoir, oh, dans tel côté du pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on veut même bâillonner le peuple pour lui dire ne marchez pas, ne criez pas, la presse, il ne faut pas, etc., c'est un danger même pour le chef qui gouverne. Parce qu'il ne saura pas diagnostiquer. Mais il faut quand même avouer qu'ouvertement, ce n'est pas la décision de Kabila. C'est la majorité, c'est pas la décision de Tshisekedi plutôt, c'est la majorité des députés provinciaux qui ont voté cette échéance. Apparemment. Pourquoi les autres vous dites apparemment? Pourquoi les autres qui ont prêté allégeance n'ont pas été inquiétés? Et d'ailleurs, il paraît que cette décision est contestée devant la Cour suprême pour dire que ça ne tient pas la route. Non, c'est une chasse à la sorcière. C'est pas élégant, c'est illégant. C'est inélégant. Parce que s'il verse dans... Et puis, il n'est pas en sécurité en le faisant. Parce que c'est pas politique. Il n'est pas en sécurité en le faisant, d'autant plus que il y a trop de chefs autour de lui qui veulent être président de la République. Katoumi, il est représenté dans le gouvernement, mais Katoumi, les prochaines élections, il va soutenir Tshisekedi ou il sera candidat. Nul ne le sait. Jean-Pierre Bemba, il va le soutenir ou il sera. Nul ne le sait. Les autres, ils auront des candidats où ils vont être. C'est-à-dire qu'en agissant ainsi, Tshisekedi s'affaiblit lui-même. Et je crois que le temps nous dira. Il est en train de s'affaiblir, il est en train de victimiser Kabila et il risque de retourner la population contre lui si lui, sur le plan de la gouvernance économique, il n'a pas fait mieux que Kabila. Il va détériorer sa popularité totalement. Donc, vraiment, il est sur un œuf sur lequel il est en train de danser. Moi, c'est mon analyse politique. D'accord. Alors, docteur Mpatini, on a vu, les populations n'ont pas véritablement accepté cette destitution qui a été organisée. Même des bandes de jeunes ont attaqué, bien entendu, la résidence des députés provinciaux qui sont étiquetés derrière cette destitution. Mais l'intéressé même appelle au calme. Oui, j'ai aimé cela. Au plan politique, c'est une stratégie. Cela lui permettra davantage d'être victimisé. Et en Afrique, d'exposer. Oui. Et en Afrique, qui ont organisé sa destitution. Oui. Et en Afrique, lorsqu'on est victimisé, la population vous porte en triomphe.
Malheureusement, c'est la situation dialectique que beaucoup de chefs d'État africains ne comprennent pas. Maintenant, une certaine population, une partie de la population n'est pas d'accord, notamment les jeunes, simplement parce qu'ils ont compris le jeu qui a été fait. C'est-à-dire, vous voyez, ce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi est en train de faire en République démocratique du Congo, et je crois qu'il faut l'analyser avec prudence. Vous voyez, quand il est arrivé, toute personne qui s'investit en sciences politiques ou en droit constitutionnel va vous le dire. Tout gouvernant a besoin d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir gouverner. Et cette marge de manœuvre-là, le président Tshisekedi en avait besoin par rapport à deux éléments clés. Le premier élément, c'est que Kabila, c'est lui qui lui a cédé le fauteuil présidentiel. Donc, il lui faudrait faire de l'espace pour pouvoir manœuvrer afin de montrer à ceux qui l'accusaient qu'il n'est pas en réalité emprisonné par le dispositif Kabila. Ça, c'est bien. Au plan politique, c'est très bien. Deuxième élément d'analyse, c'est que il ne peut quand même pas gouverner et réussir sa gouvernance avec une Assemblée nationale et un Sénat dans les mains de quelqu'un qui ne maîtrise pas Kabila. Alors, de ce point de vue-là, au regard des institutions clés de la République, la primature, c'est-à-dire le Premier ministre, le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, le jeu qu'il a joué est parfait. Il a par la suite décliné cette démarche-là vers le milieu de la gouvernance. Parce que dans leur structure de gouvernance, vous avez les institutions de la République, vous avez les provinces et par la suite, vous avez les structures à la base. Donc, il est maintenant en train d'agir au milieu, au niveau des provinces. Et quand vous lisez leur constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, vous voyez clairement que les assemblées provinciales ont une liaison, une relation avec le Sénat, parce que c'est ces assemblées-là, en fait, qui votent pour les sénateurs. Et de l'autre côté, le gouverneur, le responsable principal, l'exécutif de la province, le gouverneur, il est le représentant du président de la République sur le territoire. Alors, ça pose des problématiques d'ordre électoral et des problématiques d'ordre gouvernance. Alors, lorsque le président Tshisekedi, il opère au plan politique, dans ces provinces-là, et qu'il a la majorité des provinces, et qu'il se fait que parmi les gouverneurs, il y a un gouverneur appelé Zoé Kabila. Je souligne Kabila. Oui. Et que nous sommes dans une république démocratique. Vous mettez l'accent sur le nom de famille. Je mets l'accent sur le nom de famille, je mets l'accent sur démocratique. Je crois que c'est tout au moins maquiller la démocratie que de laisser ce gouverneur-là, qui ne veut pas faire partie de la coalition de Tshisekedi, fonctionner tout en étant séparé de sa famille politique. C'est permettre, tout au moins maquiller la démocratie, c'est permettre à Zoé Kabila de rester dans sa position initiale et sans le tourmenter autrement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là que c'est intéressant. Vous constatez qu'ils ont pris les normes juridiques, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo et la loi relative à la libre administration des provinces. Ils ont pris les dispositions, là, article 198, article 170 de l'autre côté, hein, et ils ont exploité cela pour vernir une action politicienne malsaine. Moi, lorsque j'ai appris ça, je n'ai pas aimé parce que ça donne l'impression que le président Tshisekedi, il veut dépasser le second mandat. Ça donne l'impression que il veut aller plus loin. Et pour moi, là, oui, avec ce qu'il a fait avant les provinces, il a déjà le second mandat. Mais à condition, et je prends en compte maintenant un élément important de l'analyse de mon frère, à condition qu'il travaille les questions de développement et qu'il fasse en sorte qu'il ait un résultat économique vraiment élogieux. Ben, il faut quand même avouer que c'est un pays où les défis économiques, c'est vraiment énorme. C'est élevé. Défis économiques, défis sécuritaires. Oui. Et Tshisekedi s'amuse sur des questions politiciennes. Non, c'est pas bien. Moi, je dis, le président Tshisekedi, je ne suis pas son conseiller politique ni son conseiller juridique, mais je dis,
avec ce qui est fait jusque-là, avant les provinces, il s'est déjà assuré le second mandat à condition qu'il se concentre sur les questions de développement. Maintenant, avec la majorité de ces provinces, il est davantage tranquille. Mais s'il va plus loin, il va tomber dans la démesure et il risque de tomber bas. D'accord. Alors, docteur Maïga, il faut quand même dire que Zoé Kabila estime qu'il paye pour son refus d'adhérer à la plateforme Union Sacrée de la Nation initiée par le chef de l'État. Est-ce que vous partagez vraiment sa posture? Mais c'est normal qu'il paye parce que dans tous les cas, nous sommes dans un Game of Thrones. Nous sommes en train de... C'est le jeu du pouvoir. C'est-à-dire que, vous savez, il faut vous référer un peu à ce qui s'est passé au Niger, enfin, pas voisin, mais au Niger, là, mon pays, quand il y a eu le coup d'État de Salou Djibo en 2010, qui a donné le pouvoir à Issoufou en 2011, après un coup d'État, et il s'est installé, il a mis en place dans le gouvernement de Issoufou des ministres à des postes stratégiques qui étaient ses partisans. Et Issoufou a mis à peu près 18 mois pour démanteler le système Salou Djibo, alors qu'il était prévu qu'Issoufou lui remette le pouvoir après un certain temps. C'est la même chose à laquelle nous sommes en train d'assister au niveau du Congo. C'est-à-dire que Kabila, il pense qu'il va jouer avec Tshisekedi comme un avatar et que plus tard, il va revenir. Donc, malheureusement, ce que disait mon co-débatteur, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire le terme démocratie, c'est un terme qu'il faut carrément mettre entre parenthèses ou entre guillemets, parce que tous ces leaders-là, tous ces chefs d'État dans nos pays, malheureusement, n'ont pas été élus sur la base de programmes ou d'une gouvernance saine. Ils ont été élus sur la base de la maîtrise de l'appareil d'État pour organiser des élections avec une contrainte en mettant en place, en inféodant la Cour constitutionnelle, la Cour, la CENI et tout ça, pour pouvoir revenir. Et c'est maintenant que Tshisekedi, après avoir endormi peut-être la conscience ou la vigilance de Joseph Kabila, parce qu'il faut, mettez-vous à la place de Tshisekedi, un gouvernement, le premier gouvernement qu'il a mis en place avec 66 membres, 47 de ces membres étaient des pro-Kabila. L'Assemblée et le Sénat sont à 2/3 des partisans de Kabila. Donc, il n'a pas le pouvoir, il n'a même pas la moitié, c'est les 2/3 qui sont du côté de Kabila. Donc, forcément, maintenant, qu'il s'agisse de ces chambres-là, l'Assemblée ou bien le Sénat, ou bien des provinces, il faut forcément qu'ils descendent dans toutes les strates du pouvoir pour enlever et désaxer ce régime-là de Kabila qui a quand même dirigé les pays et qui, certainement, pense pouvoir revenir. Donc, à mon avis, Zoé Kabila, le frère du chef de l'État et qui est du parti, d'ailleurs, ne peut même pas se plaindre. Et d'ailleurs, vous avez bien vu depuis le début de l'année, depuis qu'en décembre, le 6 décembre 2020, Tshisekedi a mis fin à l'alliance qui le liait avec Kabila. Oui. Mais l'achat de conscience a été entamé. Et puis, il a menacé de dissoudre l'Assemblée. Et s'il n'a pas ce qu'il veut, et du coup, comme les élus savent qu'ils ne vont pas revenir pour la majorité d'entre eux, ils ont cédé et ils ont carrément rejoint le camp présidentiel. Donc, il est difficile de parler de gouvernance. Comme l'a dit M. Sissé tout à l'heure, au départ, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. Là, c'est le jeu du pouvoir. Chacun veut... Maintenant, Tshisekedi, il s'est bien assis. Il veut imposer son rythme. Il veut mettre sa marque pour pouvoir se projeter sur un deuxième mandat. Peut-être c'est en ce moment qu'il va commencer à regarder un peu les problèmes du pays. Malheureusement, pendant ce temps, le pays est peut-être déstabilisé parce qu'il ne faut pas oublier que Joseph Kabila, quand même, il a des tentacules. Il ne faut pas aussi oublier l'influence géopolitique et géostratégique du Rwanda. Et tout ça, je pense qu'à un moment donné, ça risque de revenir avec une vitesse qui va dépasser ce qu'il dit s'il ne fait pas attention.
D'accord. Et Lamine Cissé, il y a par exemple la sœur de Kabila, Janet Kabila, députée nationale et sœur aînée du gouverneur d'ailleurs, qui a appelé la population à se prendre en charge. Elle dénonce donc une violation de la Constitution dans cette destitution-là. Est-ce qu'il faut vraiment appeler la population à se prendre en charge ou bien se remettre entre les mains de la Cour constitutionnelle qui certainement va trancher sur la question? Oui, vous savez, quand les institutions de la République sont en défaillance, l'institution la plus plausible, c'est le peuple lui-même. Parce que le peuple est au-dessus de toutes les institutions. Alors, vous savez... Est-ce que ce n'est pas aller vite? Parce que ça, c'est une source de tension. Oui, mais c'est une action politique. Hein? Et si la population se lève d'une manière globale dans cette province-là et dire nous voulons Zoé Kabila, Tshisekedi n'y peut rien. Hein? Alors, c'est-à-dire que la souveraineté est au peuple. C'est ça que je voudrais dire. La gouvernance provinciale, c'est une gouvernance locale. Alors lui, il a lancé un mot d'ordre. Ça ne veut pas dire que les populations vont suivre, mais c'est politique. C'est une action politique. L'intéressé appelle au calme. Oui, comment comprendre que sa famille politique soit dans une posture de va-t-en-guerre? Oui, justement, c'est lui qui est le gouverneur qui a minimisé les choses, qui dit non. Mais il a des alliés. Les alliés sont... C'est comme si aujourd'hui vous êtes le patron et que quelque chose arrive, vous dites non, c'est pas un problème. Et que Joël se lève, il dit non, c'est un problème. Mais c'est son sentiment qu'il exprime par rapport à cela. Cela n'a rien... C'est-à-dire qu'il n'a pas appelé à l'insurrection, il n'a pas appelé aux troupes, il a appelé à l'action politique. Le peuple n'a qu'à prendre ses responsabilités. Si dans nos pays qui sont sous les régimes dictatoriaux, si dans nos pays les populations ont la possibilité de prendre les responsabilités, je crois qu'il y a moins de dictature dans nos pays. Alors, je reviens un peu le professeur, mon ami, qui vraiment a planté le décor en disant que on fait le jeu des institutions. Nous ne sommes pas dans le champ de la démocratie. C'est comme M. Maïga vient de le dire également. C'est ce qui est visible. Actuellement, ce n'est pas l'ère des coups d'État, mais les coups d'État sont faits avec les institutions. On prend les institutions pour, n'est-ce pas, détourner la volonté populaire. Alors, si le jeu de Kabila, vous pensez que ce que Kabila est en train de faire, c'est là, contrairement au professeur, pour moi, il n'a pas gagné. Il n'a gagné aucune élection. Soit, parce qu'actuellement, ils sont en train de former des commissions pour pouvoir voir la Constitution, comment les institutions, les instruments électoraux, comment ils vont avoir un consensus autour. Si les instruments électoraux sont transparents, mais Kabila ne peut pas gagner les élections, il n'a pas d'assurance. Tshisekedi n'a pas d'assurance de gagner les élections prochaines. Aucune assurance. Parce qu'en ce moment, il serait obligé alors de prendre les institutions et d'arracher le pouvoir. Mais si l'expression populaire, ils veulent vraiment que l'expression populaire soit, n'est-ce pas, le baromètre des élections, mais il n'est pas rassuré. Ça dépend. Hein. Il n'est pas rassuré, non. Il n'est pas rassuré. Parce que ce que j'ai dit, ce qui peut le rassurer, sans autant manipuler les institutions, c'est de faire mieux que Kabila. S'il fait moins que Kabila, il va réhabiliter Kabila. Ça, c'est clair. Et quand il réhabilite Kabila, c'est fini. Kabila va être une machine, un rouleau compresseur contre tous. C'est ça. C'est-à-dire que le jeu est contre Tshisekedi. Ce qu'il fait... Vous savez, c'est une alliance hypocrite. Tu l'as dit tout à l'heure, là. Tu dis, quand les députés ont compris qu'en dissoudant l'Assemblée, ils ne seront pas sûrs de revenir, ils ont préféré aller vers le président. Mais est-ce que cette alliance-là, elle est sincère? Elle n'est pas sincère. C'est une alliance d'intérêt personnel. OK? Donc, lui, tout ce conglomérat, ce qui est en train de... Ce gouvernement, on l'applaudit, oui, nous vont, etc. Est-ce qu'ils sont mus par le peuple? Parce que sa volonté, c'est de dire la RDC d'abord. Mais c'est ce que nous voulons voir sur l'action. La RDC d'abord. Je veux voir ça concrétisé. Alors voyez-vous, comment voyez-vous plutôt la pertinence de cette option de Tshisekedi qui propose la dissolution de la coalition FCC-Cash et qui appelle maintenant à l'union sacrée de la nation? Non, je pense... Hein, oui. Je pense que... Vous voyez, je reste suffisamment prudent et médian dans mes analyses, modéré. Okay.
il y a des questions qu'il faut poser et répondre de manière claire pour qu'on comprenne de manière tranchée de quoi je parle. Est-ce que ce que Félix Tshisekedi est en train de faire actuellement, est-ce que c'est normal? Je dis oui. Pourquoi? Parce que il a besoin de l'union sacrée. Il a besoin de l'union sacrée. Il a besoin. Il faut qu'il ait un second mandat. Mon ami Cissé n'aime pas m'entendre dire pendant qu'un dirigeant africain est encore en train de gérer son premier mandat, que je dise qu'il faut qu'il ait un second mandat. Mais je crois que c'est dans l'ordre normal des choses, pendant que la Constitution a prévu un second mandat, que le président puisse travailler, respecter les droits humains, assurer la sécurité publique, travailler pour le développement économique du pays. Le président Tshisekedi puisse dépasser le président Kabila. Je suis dans cette démarche-là. Et lorsqu'il fait tout ça là, c'est normal qu'il veuille avoir un second mandat. Maintenant, la deuxième question opérationnelle est de savoir, mais est-ce que M. Félix Tshisekedi doit tout le temps faire ça? Et là, je réponds non. Et je rejoins mon ami Cissé. Par rapport à ma première question, je réponds oui et je rejoins M. Maïga. Et par rapport à la deuxième question, je dis non et je réponds. Est-ce que selon vous, il a fini de rassembler? Je crois que de mon point de vue, de mon point de vue, de chercher à rassembler encore. De mon point de vue, sur la base des expériences que j'ai, du peu que j'ai et de mes connaissances juridiques et politiques, je crois qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête maintenant et qu'il se concentre sur les pistes que Cissé est en train de lui proposer. S'il va plus loin, ce que M. Cissé est en train de craindre pour lui risque d'arriver. Mais il y a d'autres aspects de la géopolitique interne de la RDC même qu'il faut évoquer. Parce que, vous voyez, dans cette affaire-là, c'est vrai que ces derniers mois, il a travaillé pour un certain rapprochement. Félix Tshisekedi a travaillé pour un certain rapprochement entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Bon, il essaye de tout en leur... mais je rejoins la question que Cissé a posée. Est-ce que ce rapprochement-là, on aurait consulté quelqu'un pour nommer le Premier ministre et tout ça là, est-ce que c'est sincère? Est-ce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, est-ce qu'ils ont joué les dernières cartes? Et de l'autre côté... Tout cela doivent avoir à l'esprit ce qui est arrivé à Vital Kamerhe. Ouais. Maintenant, de l'autre côté, Joseph Kabila, est-ce qu'il est une bête morte qui est prête à être enterrée en politique? C'est la raison pour laquelle Tshisekedi doit faire attention et profiter des avantages que la démocratie prévoit pour lui pour empiler. C'est cela. C'est-à-dire, il a été élu en 2019. Il a 5 ans. Nous sommes en 2021. On est en train, pratiquement, on est autour du milieu de l'année. Je crois que s'il termine 2021 et continue avec ces actions-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour lui. Alors, maintenant, je nuance un peu une déclaration faite par M. Maïga. Il faut qu'il descende dans tous les strates du pouvoir. Eh bien, il va descendre dans tous les strates du pouvoir comment? Dans quel régime politique? C'est ça la notion de l'union sacrée qu'il... Non, il ne doit pas descendre, il n'a pas besoin de descendre dans tous les strates du pouvoir pour pouvoir se garantir, s'assurer une bonne gouvernance conduisant à un développement meilleur à celui que Kabila a assuré pour le pays avant de descendre. Secondo, il ne faut pas qu'en voulant descendre dans tous les strates du pouvoir, il tombe dans la démesure dictatoriale. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un risque que vous voyez. Oui, on n'a pas besoin d'avoir tout le monde avec soi pour réussir sa gouvernance. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde avec soi pour le second mandat. Il a évoqué, par contre, une expression qui me plaît. La dimension, la divinité du pouvoir. La dimension métaphysique du pouvoir. Vous savez, nous sommes africains. Mais je ne sais pas ce qui arrive à mes présidents. Nous sommes africains. Dans certaines constitutions, c'est même prescrit. C'est écrit les mannes de nos ancêtres. Dans d'autres constitutions, on évoque carrément le Coran. Ou la Bible. Ou la Bible. Maintenant, le pouvoir est divin. Ils oublient, quand ils viennent au pouvoir, là, ils oublient le peuple, ils oublient Dieu,
Ils oublient les membres des ancêtres du pays. Ils oublient le sang qui a été versé pour la libération du pays. Ils oublient les énergies que ce sang-là a sécrété. Et ils se mettent à faire de leur volonté. C'est la raison pour laquelle beaucoup de présidents africains, lorsqu'ils prennent le pouvoir, à force d'être tourmentés par le second mandat, et ils sont abandonnés par je vais dire, la dimension énergétique naturelle de protection. Il faut que les chefs d'État africains, qu'ils reviennent à la normale, qu'ils reviennent à la mesure. C'est-à-dire, M. Maïga a parlé, il a dit, mais le pouvoir est un démon. Et il a rectifié, il a nuancé. Moi, je dis ceci. Le pouvoir vient de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu... Pour ceux qui connaissent bien Dieu, Dieu n'est pas amoureux du pouvoir. Dieu est amoureux de l'amour. Et c'est par l'amour que Dieu exerce son pouvoir. Alors, si le président Tshisekedi ou les présidents africains, ou le président ivoirien, ou bien le président guinéen, voilà, ou le président togolais, ou bien l'autre président et tout cela, si ils prennent le pouvoir dans le sens de manifester l'amour pour le peuple, je suis là pour les servir, mais ils seront accompagnés. C'est sûr que Dr Seydou... Mais dans le sens contraire, s'ils prennent le pouvoir comme... Ils sont omnibulés par le pouvoir, c'est le Satan qui leur rend visite. Et le Satan consomme du sang. D'accord, on va... Non, c'est important, ce qu'il a dit là, c'est très important. Le pouvoir est un démon. Brûle l'envie de reprendre la parole pour certainement clarifier beaucoup plus sa posture par rapport à cette union sacrée, voulue aujourd'hui, bien entendu, par le président Félix Tshisekedi. Je vous laisse la parole sur ça. Votre réaction rapidement. Oui, merci. En fait, l'union sacrée pour la nation qu'ils ont faite, c'est justement pour un peu essayer de fédérer toutes ces forces-là. Parce que, comme vous l'avez tout à l'heure dit, vous voyez que les différents opposants, normalement, le parti de Kamere, vous voyez qu'il a conservé son ministère du budget. Alors que l'autre côté, tous les autres opposants aussi ont eu des postes stratégiques, n'est-ce pas? Ça veut dire que déjà, c'est une sorte de gâteau qu'on se partage. Alors, quand je m'explique par rapport à ces strates-là, quand je parle du fait que Tshisekedi veut descendre dans toutes les strates du pouvoir, ce n'est pas pour bien gouverner, c'est pour revenir pour son deuxième mandat. Et je maintiens le fait qu'on n'a pas de démocratie. Et dans ce sens, je rejoins un peu M. Sissé qui dit qu'on contourne un peu le coup d'État. En fait, nos pays, là, toute cette Afrique francophone, pour ceux que je connais, ne sont pas en fait indépendants ni souverains. Parce que nous gouvernons nos pays au gré de l'Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'Occident dit qu'il n'accepte pas le coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des institutions. Puisque la démocratie, c'est là. C'est pas quelque chose à promouvoir. C'est pas quelque chose à promouvoir. Il faut dénoncer la chose. Comment? Il faut dénoncer cette manière de voir les choses. Gouverner au gré de l'extérieur, c'est pas bien quand même. Mais malheureusement, on n'est pas indépendant parce que nous avons des dirigeants, je vous dis vraiment sincèrement, qu'ils sont soumis aux bonnes volontés de l'Occident. C'est Macron qui décide pour toute cette Afrique francophone. Aujourd'hui, si Tshisekedi fait le jeu, d'ailleurs, vous remarquerez que aussi bien la France que les États-Unis soutiennent Tshisekedi. Ils ont lâché Kabila. Donc, c'est ça le vrai problème. La démocratie, en fait, pour ces dirigeants africains, francophones, j'insiste bien, c'est le peuple, c'est tous ceux qui sont là, ce sont les élus, ce sont les membres du gouvernement, ce sont les leaders politiques. C'est eux qu'il faut prendre en otage et puis qu'il faut avoir avec eux. Quand on voit que, tout à l'heure on a dit, et mes co-débatteurs l'ont expliqué, qui est-ce qui va revenir avec Tshisekedi? Si il a l'Assemblée, il a les députés qui ont peur d'être dissous. Mais il n'a pas les partis derrière. Il n'a pas les partis derrière parce que justement, ce sont ces partis qui vont l'assurer d'être réélu. Il fait une coalition avec les opposants et les transfuges du parti du Kabila pour bien s'asseoir. Mais il n'a pas le peuple. Et le peuple, c'est lui qui vote. Mais comme il sait qu'au bout du compte, il n'y aura pas de vraie démocratie, il n'y aura pas de vote essentiellement démocratique qui va permettre à une voix d'être comptabilisée comme elle doit l'être, il ne compte pas sur ça. Il compte sur le pouvoir économique, la façon dont il va acheter la conscience de ses élus et de ses leaders politiques pour pouvoir s'installer.
Donc le problème, il est là. À mon avis, le professeur doit savoir que le thème démocratie, malheureusement en Afrique francophone, j'insiste très bien, n'est pas du tout... Comment? Ça pose problème. Ça cause beaucoup de problèmes en Afrique francophone. Et la souveraineté des États, elle est là. Regardez ce qui se passe ailleurs. Alors, comme on ne veut pas de coup d'État, qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Donc, on fait un coup d'État, il faut qu'il y ait un président de transition qui est civil ou ceci ou cela. Beaucoup de choses. Tout ça parce que la France veut se montrer vertueuse. Alors qu'au fond, c'est elle qui entretient ce genre de comportement-là. Si la France décide, vous savez, il y a 30 ans exactement, que Mitterrand a convoqué tous les chefs d'État francophones au sommet de la BOL, pour le sommet France-Afrique, pour dire et imposer la démocratie, pour dire que tous les États africains qui vont se montrer timides pour aller vers le multipartisme et la démocratie n'auront pas l'aide française. Et on connaît la suite. Aujourd'hui, 30 ans après, on a eu un recul. Les chefs d'État et les dirigeants et les partis ont compris comment ça fonctionne. Alors ils essaient de détourner cette démocratie à leur faveur et le peuple meurt, le peuple souffre, le peuple ne va pas à l'école, il ne mange pas à sa faim, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de sécurité maintenant, c'est pire qu'avant. Et tout ça, la France, l'essentiel c'est que si le diamant du Congo peut profiter à l'Occident ou si d'autres fonds, tel que ceux que vous connaissez, le scandale du franc CFA, pour l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ça, on laisse faire. L'essentiel, c'est que l'Afrique travaille, c'est la cheville ouvrière de l'Occident, ou de la France, et plus précisément, et ça continue. Donc c'est le problème est là, et je pense que nous serons encore dans cette situation tant que le peuple n'a pas appris à s'émanciper de ces leaders qui ne sont pas vertueux. Et la démocratie vertueuse, elle ne peut pas être faite par ces gens-là qui sont en train de se servir au lieu de servir le peuple. D'accord. Alors, Lamine Cissé, il faut quand même qu'on évolue un peu plus dans le débat pour parler d'un aspect quand même important. Quand on parle de la RDC, c'est des défis sécuritaires à relever. L'état d'urgence est entré en vigueur depuis le 6 mai en République démocratique du Congo. Ça fait partie également des options de Étienne Tshisekedi. Vous en dites quoi? Oui, j'entends l'état de siège ou dans le Nord Kivu, dans l'état de siège. Oui. J'ai applaudi quand j'ai vu ça, puisque c'est pas une des premières. C'est en 77, hein, il y avait Mobutu au Katanga, quand la guerre a éclaté, il a décrété l'état de siège. Alors, dans cette situation, on ne peut pas extirper la situation de l'Est du Congo en voulant s'attaquer seulement aux aspects de la démocratie ou de la nomenclature du gouvernement. Ce qui veut dire qu'on est en train de taper à côté. Parce que ce sont les richesses qui font que les gens s'entre-déchirent. De l'autre côté du Congo. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la géopolitique. Les pays limitrophes. Parce que la RDC est une vaste laitière. Hein? C'est une vaste laitière. Non seulement pour... pays riche. Très riche. Oui. Voilà, parce que quand je dis vaste laitière... les habitants sont pauvres. Oui. Voilà, évidemment. Un contraste. Vraiment. Parce que le Congo, vous voyez, près de 85 millions d'habitants sur plus de 2 400 000 km², ce qui veut dire que le Congo n'est pas encore peuplé. Mais un scandale géologique, il y a toutes les richesses du monde réunies au Congo. Alors ça me rappelle au contexte historique, quand après la conférence de Berlin, quand ils ont partagé l'Afrique, le Congo était la propriété privée du roi Léopold II pendant 23 ans, avant que le Congo revienne, n'est-ce pas, dans la colonie belge. Un roi, un seul homme qui avait le droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Congo est un pays immensément riche. Alors, aujourd'hui, nous avons ces mêmes prédateurs, ceux-là qui ont des visées économiques, qui animalisaient ce peuple congolais. Jusqu'à présent, ils ont mis des néocolonialistes. Hommage à Patrice Lumumba, qui s'est battu pour la libération économique et politique du Congo. Hommage à tous les martyrs africains qui se sont battus pour les armes à la main pour libérer économiquement. Donc le Congo est un symbole très fort. Le Congo est un symbole vivant très fort. C'est pourquoi ils n'ont pas le droit
à l'échec. Si par exemple les pays limitrophes ne jouent pas le jeu franc avec Tshisekedi, cet état de siège qu'on est en train de décréter vers l'Est doit être voué à l'échec. Parce qu'il y a plus de 122 groupes armés qui sont en train, sur cette vaste partie du territoire, en train d'exploiter les richesses. Et ces richesses ne restent pas au Congo. Donc et ces richesses vont où? D'autres prennent l'avion pour d'autres destinées, mais d'autres prennent les routes pour rentrer dans d'autres pays limitrophes. Donc vous soutenez l'état de siège? Non, l'état de siège est important si il y a le soutien des pays limitrophes. Il faut normalement qu'il y ait le soutien des pays limitrophes pour l'efficacité. Parce que cette armée qui fait l'état de siège, cette armée congolaise même, est une partie des solutions. C'est-à-dire que cette armée congolaise même est en train de faire du business. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de problèmes au Congo que il faut vraiment faire des analyses beaucoup plus raffinées. Alors, mais l'action est saluée. Je salue l'action, si tant est que les résultats attendus est au bout de l'effort. Alors, docteur Mpati, des gouverneurs militaires ont été nommés. C'est vrai que les populations attendent réellement la prise de fonction officielle de ces gouverneurs. Il y a aussi des vice-gouverneurs de police pour remplacer les gouverneurs, une administration politique transformée en une administration militaire. Est-ce que cela vous rassure? Ça dépend des options du président en place. Oui. C'est une manière pour vous de m'amener à revenir un peu sur la question sécuritaire. Vous savez, à l'entame de cette émission, j'avais parlé de deux angles. Et le premier angle, j'ai évoqué les questions d'ordre développement. Je me concentre sur ça. Et pour répondre à votre question, et dire, en fait, quels sont les principaux enjeux du développement en République démocratique du Congo aujourd'hui? Et de mon point de vue, vous avez des enjeux d'ordre sécuritaire. Et de l'autre côté, vous avez des enjeux d'ordre développemental. Alors, le peuple a besoin de la paix et du pain. Ça reprend un peu ce que je dis. Et l'état du ciel... Mais si on sécurise, le développement peut venir. Oui, c'est là que je vais. Allez-y. C'est là que je vais. Je suis un peu d'accord avec vous. Mais la situation sécuritaire au nord Kivu, au nord du Congo, quelle est la problématique centrale? La richesse qu'il a décrite, ou les richesses conduisent à des intérêts internes, endogènes et exogènes. Je parle des pays dont M. Maïga a parlé tout à l'heure. Et ça divise, et cette division conduit à des groupes armés. Et finalement, ça conduit à du commerce mêlé à des armes. Donc on a les armes, on fait des affaires, on fait du commerce, ce qu'il a décrit là. C'est du mélange du genre. Alors, par rapport à la sécurité intérieure de la République démocratique du Congo, je crois que le président Tshisekedi, il a pris le bon bout. Je crois qu'il a pris le bon bout, mais il doit aller plus loin. S'il estime... En instaurant l'état d'urgence dans ce pays. Non, pas forcément. Et vous savez, en fait, est-ce que c'est forcément l'état d'urgence qui assure, qui montre qu'on se préoccupe des questions sécuritaires dans un pays? C'est d'abord le renseignement, hein. C'est d'abord des réflexions. Et vous appelez mon ami spécialiste des questions sécuritaires, il va vous le dire. La véritable sécurité, ce n'est pas des actions sur le terrain. La véritable sécurité, c'est en amont. Oui, c'est dans l'anticipation. Donc, je crois qu'avant tout ça, là, en même temps qu'on règle les questions sécuritaires, il faut régler la question du développement. Je crois que c'est ça qu'il a voulu faire en commençant par positionner des gouverneurs de province et des militaires comme gouverneurs de province, de manière à ce qu'ils puissent à la fois assurer la sécurité et assurer le développement. Mais il y a une question. Est-ce que celui qui a passé tout son temps à traiter de la question de sécurité peut réussir véritablement le management qui conduit au développement? C'est une question. C'est une question. Je crois que le président Tshisekedi doit mieux faire. Le fait de positionner des militaires ou des éléments de la police comme gouverneur de province, ça ne suffit pas. Il faut peut-être adopter une démarche qui permet de combiner civils et militaires
adopter une stratégie de sécurité et anticiper, hein, travailler beaucoup plus sur les renseignements et régler la question de distribution des richesses, faire en sorte de lutter contre la pauvreté, faire en sorte que on appréhende, on puisse publiciser, l'État puisse appréhender les enjeux de richesse, les richesses de la République démocratique, qu'on sente véritablement la même mise de l'État là-dessus, de manière à ce qu'on n'assiste pas la suite à une redistribution. Maintenant, j'attends de voir le président Tshisekedi par rapport à la protection des richesses de la République démocratique du Congo au regard des envahisseurs de l'extérieur. Et c'est beaucoup plus là que moi je l'attends. Je vais prendre l'avis rapidement du docteur Seydou Maïga sur ce volet-là, l'administration confiée bien entendu aux forces de sécurité publique. L'objectif vraiment, c'est de contrôler le pouvoir. L'objectif aussi est de restaurer la paix dans ces provinces-là. Est-ce que la formule vous accroche, docteur Maïga? Oui, bonjour. Vous savez, tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas été plus explicite quand je parlais des aspects géopolitiques. Et je voulais surtout préciser maintenant dans mon propos que même si elle est vraiment soumise à la Belgique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo, ce qui se joue, c'est un tiraillement entre la France et la Belgique, pour être plus précis. C'est-à-dire que vous savez que la France opère un retour en force vers le Rwanda, tout ce que vous connaissez, avec toutes les promesses et les nominations à des postes importants de Rwandais par la France. Mais en fait, là, ce qui se joue vraisemblablement, c'est cela. Et d'ailleurs, quand vous voyez qu'on nomme des responsables de haut gradés militaires, c'est pour renverser un peu la donne, parce qu'on sait bien que Kabila a la même mise. Mais moi, je suis convaincu que Kabila n'a pas dit son dernier mot. Et ce jeu dans lequel est en train d'être tiraillé le Tshisekedi et Kabila, vous allez voir qu'il va prendre d'autres formes beaucoup plus imprévisibles, parce que justement, le Rwanda, c'est un pays incontournable. C'est une force incontournable localement, et toutes ces richesses-là du Congo profitent beaucoup aussi au Rwanda et à d'autres pays occidentaux. Ah ouais. Donc, moi, je pense que Tshisekedi est certes un pion. Il a été le pion de Kabila au départ, mais maintenant, il est le pion d'autres forces qui ne sont pas en train de se faire voir. Mais vous allez le voir, certainement, ça va évoluer parce que Kabila ne veut pas se laisser faire. Kabila a mis en place tout un système, civil comme militaire, qui ne peut pas être démantelé aussi facilement. Voilà, donc quand on revient bien entendu sur la gouvernance par les militaires au niveau des provinces et autres, beaucoup quand même s'interrogent parce que, entre griffes, ces militaires-là aussi, vous avez commencé à l'évoquer, ne sont pas propres. D'autant plus qu'il y a certains qui sont déjà choisis. Même la société civile s'interroge sur la question, l'ONU également qui n'est pas d'accord parce que jusqu'à présent, il y a des militaires qui sont accusés mais qui sont libres de mouvement et qui continuent d'assurer des responsabilités. Oui, je crois qu'il faut analyser l'objectif. Hein. Oui. L'objectif visé, c'est pacifier. C'est de pacifier la zone. On parle de 122 groupes armés. Alors, je crois est-ce que des gens suspectés pour peuvent pacifier? Non, pour l'instant. Nous avons des criminels qui ont des armes c'est ça qu'il faut régler d'abord. Il faut pacifier pour le bien-être du peuple congolais d'abord. C'est sécuriser le peuple congolais d'abord. Après, la justice va sévir. Mais pour l'instant, je crois que l'état de siège permet de filtrer. Parce que ça restreint les mouvements. On essaie de contrôler, de filtrer qui est qui. Parce que ces rebelles-là, quelquefois, ils enlèvent ils sont diffusés au sein des populations. Après, ils font des incursions et puis ils disparaissent. C'est quelquefois asymétrique, mais quand vous les prenez dans leur milieu, ils font face, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut ratisser, il faut nettoyer. Dans le cadre de nettoyage, on ne peut pas le faire tant que l'armée n'est pas cet instrument juridique qui lui permet de filtrer. Parce que je préfère que les... C'est un instrument stratégique plutôt. Non. L'armée comme instrument juridique, je ne sais pas... Non, quand on parle de l'état de siège, c'est une loi. Non, elle n'est pas juridique. Non, c'est une loi.
L'armée a son droit à part. Hein. Non, mais c'est un président de la République qui a décrété. C'est par décret, c'est une loi. C'est pas anticonstitutionnel. C'est pourquoi j'ai dit, on l'utilise à des moments précis. Oui. On l'utilise à des moments précis. Oui. C'est pourquoi c'est pour 30 jours. Oui. Après, c'est renouvelable, 15, etc. Mais on verra les résultats dans les 30 jours. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis d'accord. Parce qu'il faut, quand on a une armée nationale, et que dans ton territoire, il y a des gens, les gens sont hors de la loi, qui sévissent, qui utilisent les pays comme base arrière et qui viennent piller vos ressources, mais utiliser l'armée. L'armée a la mission de défense nationale, de défense des populations. C'est pourquoi j'ai dit je suis d'accord. Oui. Maintenant, il ne faut pas amener des critiques tant que on ne voit pas les résultats. Il faut voir leur efficacité sur le terrain. Si j'étais président de la République, j'allais dire, pour nettoyer ces groupes-là, il faut que j'utilise la force. D'accord. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette émission. Rapidement, vous allez prendre la parole, bien entendu, sur cette option-là. Est-ce que, selon vous, Félix Tshisekedi n'a pas manqué de tact en ne faisant pas d'abord le ménage au niveau de l'armée pour clarifier et situer la responsabilité sur les crimes qui sont commis avant de déployer donc cette stratégie de gouvernance par les militaires? Oui, je rejoins M. Cissé. On ne peut pas attendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'autres rebelles. Il ne faut pas faire des rebelles. Et il faut faire très attention. Je crois, dans sa démarche et action politique, action sécuritaire et par la suite action de développement, pourquoi pas. Mais action sécuritaire, je dis qu'il faut aller loin. Action sécuritaire, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain. Il faut faire le ménage parce que les gens réclament justice. Oui, les gens réclament justice. Il faut faire... Bon, je connais un État, un pays de l'Afrique de l'Ouest, où justement le chef de l'État sait très bien que ceux qui l'entourent sont trempés dans des affaires louches. Et pourtant, en un premier temps, le chef de l'État les emploie et assoit les bases de sa gouvernance. Et c'est sûr qu'en un second temps, ils vont répondre de leurs actes. Je voudrais profiter pour dire ceci. Vous savez, ça va être votre je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voudrais dire trois choses. Président Mati, concept créé par l'Occident pour arriérer l'Afrique et maintenant la responsabilité des intellectuels. Et je voudrais dire à mon cher Maïga et à M. Cissé également, et à moi-même, pourquoi pas, que il a parlé de la souveraineté de l'Afrique, que les États africains, francophones surtout, ne sont pas indépendants. Mais c'est de la responsabilité des peuples africains. Et c'est parce que nous n'avons pas jusque-là des présidents qui acceptent d'être martyrs. Des concepts pour dire que nous ne devons pas accepter des concepts créés de l'Europe pour nous arriérer, c'est clair. Et enfin, c'est de la responsabilité des intellectuels, des universités et autres, de la société civile, d'organiser le peuple, d'éduquer le peuple, de déformer le peuple, pour que le peuple sache agir à son temps. Merci à vous, Dr Ompati. Dr Maïga, votre mot de fin très rapidement, en 30 secondes. Oui, moi j'aimerais juste rappeler, ce côté sécuritaire est très, très sensible parce que vous voyez, la dernière fois en décembre, il n'y a pas longtemps, Macron a reçu Tshisekedi et il a promis une aide militaire pour combattre les groupes armés dont on parle. Et là, ils disent qu'il y a déjà l'État islamique au Congo. C'est pour vous dire que tout ça, ça relève d'une stratégie vraiment d'implantation et de militarisation de cette situation politique au Congo. Et j'espère que Tshisekedi et Kabila vont mettre en avant l'intérêt de ce pays parce que lui, Tshisekedi, il sait très bien que Kabila va passer par les groupes armés pour revenir certainement de façon. D'accord, merci beaucoup à vous. Oui, on finit avec vous, M. Cissé. Votre mot de fin. Bon, mon mot de fin. Le temps est parti. Hein. Mon mot de fin, c'est juste vraiment souhaiter un plein succès, n'est-ce pas? Parce que les discours que Tshisekedi fait, c'est des discours révolutionnaires. Je voudrais voir cela traduit sur le terrain. Et que les fils du Congo se réunissent autour du Congo. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers débatteurs. C'est vrai, le temps nous a manqué aujourd'hui, mais l'essentiel est certainement dit. Le débat va se poursuivre chez vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention.
Gature, Père Gature. Restez informés à chaque instant sur SICA.